Un grillon marche jusqu'au bord d'une piscine. Il s'arrête. Puis il saute et il se noie. Les grillons ne savent pas nager. Les grillons fuient l'eau. Celui-ci est allé la chercher. Et en mourant, quelque chose sort de lui. Un ver, long et fin, 3 fois la longueur du grillon qui le portait. Il se déroule hors du corps, gagne l'eau et s'éloigne à la nage. Ce grillon n'a pas décidé de mourir. Quelque chose en lui a décidé, et le grillon a obéi, croyant la pensée sienne. Ce n'est pas rare. Ce n'est même pas inhabituel. Partout dans le vivant, des créatures ont pour mode de vie de prendre le contrôle de l'esprit d'un autre animal, et de le piloter, telle une machine, vers un but qui ne sert qu'elle. En voici 5. Et la 5e est dans environ un tiers des humains vivants aujourd'hui. Numéro 1. Le ver qui te pousse vers l'eau. On l'appelle le ver crin de cheval. Il naît larve microscopique dans un ruisseau, est avalé par un insecte d'eau et finit dans un grillon ou une sauterelle sur terre. Là, il grandit. Il dévore le grillon de l'intérieur, prenant tout sauf les organes qui le gardent en marche. Il s'enroule dans la cavité du corps jusqu'à ce que l'animal ne soit qu'un sac contenant un ver. Mais le ver a un problème. C'est un animal aquatique, prisonnier d'un animal terrestre. Pour se reproduire, il doit regagner l'eau. Et il ne peut y nager seul. Alors il change l'esprit du grillon. Des chercheurs ont trouvé que les grillons infectés, et eux seuls, sont attirés par la lumière réfléchie, ce miroitement qui signale l'eau libre. Et en analysant le cerveau du grillon, ils ont trouvé des protéines produites par le ver. Des molécules qui imitent la chimie de signalisation du grillon. Le ver ne crie pas d'ordre. Il parle la langue du grillon, dans son propre cerveau, et réécrit une consigne, va vers la lumière sur l'eau. Le grillon saute. Il s'ennuie. Le ver sort du cadavre chercher une partenaire. Le grillon ne s'est pas senti possédé. Simplement, soudain, il a voulu aller à l'eau. Numéro 2. Le champignon qui fait d'une fourmi un pantin. Dans les forêts du Brésil et de Thaïlande vit un champignon au nom à retenir, Ophiocordyceps. Ses spores tombent au sol et se collent au corps d'une fourmi charpentière. La spore perce la carapace et grandit à l'intérieur, s'étendant en réseau de filaments. Quelques jours, rien ne semble anormal. La fourmi marche avec sa colonie. Puis elle se met à agir étrangement. Elle quitte la piste. Elle quitte le nid, ce qui pour une fourmi est presque impensable, et se met à grimper. Elle grimpe vers un endroit très précis. Pas n'importe quelle feuille. Les études trouvent les fourmis mourant, encore et encore, sous une feuille, à environ 25 cm du sol, côté nord de la plante. Cette hauteur et cette position donnent exactement la température et l'humidité dont le champignon a besoin. Puis, vers midi solaire, la fourmi mord la nervure de la feuille et se bloque. Ses mâchoires se verrouillent à jamais, si fort qu'elle ne peut lâcher, ni être décrochée, même morte. Les biologistes appellent ça l'étreinte de la mort. La fourmi pend là, vivante, incapable de bouger, à attendre. Puis elle meurt. Et de l'arrière de sa tête pousse une tige qui fait pleuvoir des spores sur son ancienne colonie, dessous. Voici le plus étrange, découvert récemment. Le champignon ne touche jamais le cerveau. En découpant les fourmis et cartographiant le champignon cellule par cellule, on l'a trouvé enroulé autour des muscles, les envahissant, partout dans le corps, et tassé dans la tête. Mais le cerveau lui-même était intact. Le champignon ne conduit pas la fourmi. Il a coupé le conducteur du circuit et tire les ficelles directement. La fourmi est peut-être consciente tout du long, passagère d'un corps qui ne répond plus. Numéro 3. La douve qui élève une fourmi comme du bétail. C'est un ver plat, la petite douve du foie, au plan le plus compliqué de la liste, car elle doit finir dans une vache ou un mouton. Le cycle commence dans les œufs de la douve, mangés par un escargot. L'escargot,
irritées, les recrachent en boules de bave. Les fourmis adorent les boules de bave. La fourmi la mange et avale des dizaines de parasites. La plupart se logent dans son abdomen et attendent. Mais l'un d'eux, un seul, fait autre chose. Il monte jusqu'à la tête et s'enfonce dans un amas de nerfs près du cerveau. Celui-là est le pilote. Et il mourra là. Il sacrifie son avenir pour que ses frères et sœurs, dans l'abdomen, atteignent la vache. Car maintenant le comportement de la fourmi change, mais seulement la nuit. Quand le soleil descend et que l'air fraîchit, la fourmi infectée grimpe au sommet d'un brin d'herbe, y serre les mâchoires et reste là. Immobile. À attendre d'être broutée. Mais voici le détail qui devrait te hérisser les poils. Si l'aube vient et que la fourmi n'a pas été mangée, elle lâche. Elle redescend et retourne travailler dans la colonie, comme une fourmi normale, toute la journée. Car si elle restait sur l'herbe au soleil de midi, elle cuirait et les parasites en elle mourraient avec elle. La douve ne se contente donc pas d'éteindre la fourmi. Elle la fait tourner à l'horaire. Elle emprunte la fourmi la nuit, quand les vaches broutent l'herbe fraîche, et la rend le matin pour garder le corps en vie. Ce n'est pas du contrôle mental comme un instrument brutal. C'est de la gestion. Numéro 4. La guêpe qui pratique la neurochirurgie. La guêpe émeraude est belle, vert métallique, et bien plus petite que sa victime, un cafard plusieurs fois sa taille. Elle attaque en 2 piqûres et elle diffère. La première va au milieu du cafard et paralyse les pattes avant 2 minutes. Ce n'est pas la mise à mort. C'est juste pour l'immobiliser, le temps de viser. La seconde va dans la tête du cafard. Et là, elle ne pique pas à l'aveugle. Son dard porte des capteurs. Elle tâtonne dans les tissus, cherchant une région précise du cerveau, et injecte son venin exactement là. Ce que le venin retire, ce n'est pas le mouvement. Le cafard marche encore très bien. Ce qu'il retire, c'est la volonté de marcher. La pulsión de fuite. Ce qui le ferait courir. Le cafard s'assoit alors et se lisse, calmement, une demi-heure, pendant que la guêpe va creuser un terrier. À son retour, elle ne le porte pas. Il est bien trop lourd. Elle sectionne une antenne, prend le moignon dans ses mâchoires, et mène le cafard en promenade, comme un chien en laisse. Et le cafard la suit, sur ses propres pattes, jusqu'au trou où il mourra. Elle pond un seul œuf sur sa patte, c'est le terrier de cailloux, et part. Le cafard reste dans le noir, vivant, sans chercher à fuir, car la part de lui qui essaierait a été éteinte. La larve éclot, lui perce le flanc, et le mange de l'intérieur en 1 semaine, consommant les organes dans un ordre qui le garde vivant le plus longtemps possible. Numéro 5. Et celui-là à ton adresse. C'est un parasite unicellulaire, Toxoplasma gondii, qui peut vivre dans presque tout animal à sang chaud. Mais il ne peut se reproduire qu'en un lieu, l'intestin d'un chat. Donc si un toxoplasma se retrouve dans un rat, il a un problème. Il doit passer du rat au chat. Et un rat, on le comprend, passe sa vie à éviter exactement ça. Les rats naissent avec la peur de l'odeur d'urine de chat. Ce n'est pas appris. C'est câblé, l'un de leurs instincts de survie les plus profonds. Le toxoplasma l'efface. Un rat infecté, testé dans un labyrinthe, cesse de fuir l'odeur du chat. Certaines expériences trouvent les rats infectés attirés par elle, passant plus de temps dans le coin qui sent le prédateur. Le circuit qui dit danger a été discrètement recablé en quelque chose de proche de la curiosité. Le parasite forme des kystes dans le cerveau, concentrés dans les zones de la peur, et porte des gènes qui augmentent la dopamine, la chimie de l'élan et de l'approche. Le rat n'est pas malade. Il n'est pas confus. Simplement, calmement, il marche vers le chat. Et ainsi le parasite rentre chez lui. Maintenant, les humains aussi sont à sang chaud. On pense que le toxoplasma infecte environ 1/3 de la population humaine. Tu l'attrapes par la viande peu cuite, les légumes mal lavés, la litière d'un chat.
La plupart des gens l'ignorent. Chez un adulte sain, le système immunitaire le contient. Il se tait, forme des kystes et reste dans tes tissus le restant de ta vie. Y compris ton cerveau. Et c'est là que la science devient prudente et où je dois être honnête avec toi. Il existe de vraies recherches rapportant des corrélations chez les infectés. Un peu plus de prise de risque, des réflexes plus lents, un taux accru d'accidents de la route. Des liens statistiques répétés avec la schizophrénie. Des études suggérant que les infectés jugent certaines odeurs autrement et prennent plus de risques entrepreneuriaux. Mais ce sont des corrélations, chez l'humain, dans le monde réel, et elles sont contestées. De grandes études trouvent que les effets rétrécissent ou disparaissent une fois d'autres facteurs pris en compte. Personne n'a montré que le toxoplasma pilote un humain comme il pilote un rat. La réponse honnête est donc, chez le rat, c'est un marionnettiste prouvé. Chez l'humain, c'est un passager au passé suspect et sans aveu. Et un bonus, car tu le connais déjà. La RAI. Un virus qui remonte les nerfs jusqu'au cerveau et produit 2 symptômes qui s'emboîtent parfaitement. Il remplit la salive. Et il rend l'hôte agressif, désespéré de mordre. En même temps, il paralyse la gorge, l'animal ne peut plus avaler, et la bouche s'emplit d'écume, chargée de virus. Un virus qui fait mordre son hôte, tout en lui remplissant la bouche de lui-même. Ce n'est pas une maladie aux symptômes malheureux. C'est une stratégie de transmission inscrite dans le comportement. Alors recule et regarde ce que tout cela a en commun. Le comportement semble la chose la plus intime que tu possèdes. La dernière qui soit vraiment tienne. Elle ne l'est pas. Le comportement est bâti par la chimie, et la chimie peut être éditée par tout ce qui s'approche assez. Les biologistes ont un nom pour cette idée, le phénotype étendu. Les gènes du parasite ne bâtissent pas que le corps du parasite. Ils s'étendent au dehors et bâtissent du comportement dans le corps d'un autre. Le suicide du grillon fait, en un sens réel, partie du ver. Et avant de ranger ça comme une affaire d'insectes, souviens-toi de ce qui vit en toi, là. Les bactéries de ton intestin fabriquent et consomment les mêmes neurotransmetteurs que ton cerveau et envoient des signaux droits aux nerfs qui relient ton ventre à ta tête. De bonnes preuves montrent qu'elles influencent l'humeur, l'appétit et même l'anxiété. Rien dans ton ventre ne te pousse vers une piscine. Mais la machinerie que ces parasites exploitent, celle où la chimie devient désir, est la même que celle qui te fait tourner. Le grillon n'a senti aucune peur en approchant de l'eau. La fourmi n'a senti aucune horreur en grimpant. Le rat n'a senti aucune alarme à l'odeur du chat. Chacun s'est senti lui-même, jusqu'au bout. Voilà à quoi ressemble un bon contrôle mental, de l'intérieur. Ça ne ressemble pas du tout à du contrôle. Ça ressemble à une décision. Si ça a changé ta façon de voir tes propres choix, abonne-toi. De la science neuve, chaque semaine.